Je voulais commencer voilà, par vous remercier pour cette invitation. Juste pour petit rappel, je suis sociologue à l'Université de Lille. C'est très bien et merci Julie pour ton intervention. On est vraiment un lien, même si on regarde par des places différentes. Mais on dialogue, je pense que nos interventions dialoguent vraiment. Je vais commencer d'ailleurs, comme je lis, à vous dire qu'il y a de nombreux travaux qui sont parus sur les conséquences de la pandémie sur les familles et notamment sur les familles les plus défavorisées. Nous avons plusieurs rapports, c'est assez impressionnant, divers articles, nous avons déjà des ouvrages donc, sur ces questions. Donc, pour l'instant, les travaux sont construits plutôt au niveau des analyses statistiques. On pense au rapport de l'INSEE, de l'adresse, ce qui permet d'aller plus vite, plus rapidement, dans une vision générale de ce qui est en train de se passer. Les études plus qualitatives, je pense qu'elles vont arriver. Et il serait vraiment très intéressant d'interroger les parents et les enfants de ces familles défavorisées, c'est la question qui me concerne aussi, même si les autres, bien évidemment, ça serait intéressant aussi, sur leur vécu. Et je pense que les enfants ont beaucoup de choses à dire à ce sujet. Donc, je vais vous rappeler, voilà, j'ai 10 minutes, je vais essayer de respecter ce temps. Du coup, je ne pourrai pas aller vraiment très loin sur ce que je vais dire. Je vais juste vous rappeler certains constats qui vous avez vu sans doute passer pendant voilà, cette dernière année. Donc, Vanessa, est-ce que vous pourriez vous rapprocher un peu de votre micro? Vous ne m'entendez pas bien? Voilà, là, ça va mieux, si vous vous rapprochez mieux? bien. Merci. Tous ces travaux sont presque unanimes les travaux concernant les familles à la pandémie et les familles les plus défavorisées, à mettre en avant tout d'abord une visibilisation des inégalités. Des inégalités déjà existantes, mais parfois on peut oublier et ignorer. Et puis, ils vont souligner aussi une augmentation de certaines de ces inégalités. Donc, c'est à partir de ces deux thématiques, la visibilisation et l'augmentation des inégalités, que je vais développer mes propos, vus par le prisme, dans un premier temps, du logement et dans un deuxième temps, sur le prisme du travail, mais le travail vu d'une façon plus ouverte. Donc, très rapidement, avant mon développement, une courte parenthèse sur la définition de la pauvreté des enfants. Donc, j'utilise souvent un raccourci entre guillemets, et je fais très attention à mettre toujours les guillemets sur ce raccourci enfant pauvre. Donc, qu'est-ce que c'est un enfant pauvre? Donc, c'est un enfant qui vit dans un ménage, il ne faut pas qu'on oublie ça, pauvre. Un ménage, très rapidement, ça veut dire à l'ensemble des occupants d'un même logement, sans que ces personnes soient nécessairement unies par les liens de parenté. Donc, la pauvreté des enfants est définie encore aujourd'hui, ça c'est important, à partir de la pauvreté des parents. Les mesures utilisées en France et celles surtout de la pauvreté monétaire. Donc, un enfant pauvre du point de vue monétaire et un enfant de moins de 18 ans qui vit dans un ménage dans lequel le revenu se situe au-dessous d'un seuil de pauvreté. Je ne rentre pas dans les détails. Et une autre mesure de la pauvreté qui est utilisée couramment en France, c'est la pauvreté en conditions de vie. Donc, un ménage est considéré pauvre en conditions de vie s'il ne peut faire face à moins de 8 difficultés ou restrictions parmi 27 qu'on regroupe dans 4 domaines, les contraintes budgétaires, les retards de paiement, les restrictions de consommation et les difficultés de logement. Comme l'indicateur de pauvreté monétaire, l'indicateur de pauvreté en conditions de vie se construit à partir du ménage
pas à partir des enfants, il ne tient pas compte des différenciations existantes au sein du ménage, des différences qui peuvent exister entre les parents, entre les fratries, et il ne tient pas compte non plus des besoins spécifiques aux enfants. Il y a d'autres manières de mesurer la pauvreté, mais je n'aurai pas le temps de les expliquer. Du coup, lorsqu'on parle de la pauvreté d'un enfant, on va parler de la pauvreté de sa famille avant tout, ou des personnes avec qui il vit, ce qui est bien évidemment insatisfaisant. Des réflexions existent pour comprendre. Il y a des travaux qui ont été mis en place et qui sont en train de construire des approches pour mieux cerner cette pauvreté enfantine du point de vue des enfants, mais on a encore le chemin à faire, mais je pense que ça va avancer vite, dans le sens, d'ailleurs, je fais un clin d'œil à Julie aussi, dans cette idée, l'importance de donner la parole aux enfants et aussi concernant cet aspect-là et ces enfants-là. Donc, sur mon premier point, la visibilisation des inégalités. Donc, on a pu voir que la seule consigne de la distanciation sociale, par exemple, a montré comment pour certaines familles, cela était très difficile dans cette période de pandémie. Logement exigu, surpeuplé, absence d'extérieur, on voit les rapports de l'INSEE, par exemple. Donc, avant la pandémie, on observait déjà ces problèmes qui posent cette question du logement. Ce n'est pas nouveau. Donc, on peut signaler par rapport à mes travaux sur les familles vivant dans la pauvreté, le manque d'intimité pour les adultes, peu de moments à deux, une vie sexuelle appauvrie, pas de possibilité d'avoir des chambres à séparer, parfois entre parents et enfants, un manque d'intimité aussi pour les enfants, difficulté pour la réalisation des devoirs, pour s'isoler, pour dormir, pour fuir le conflit. À la taille et au nombre de personnes s'ajoute aussi la qualité du logement. Parfois des logements, des familles qui vivent dans des logements insalubres, froid, humidité, des maisons parfois qui n'ont pas de toilettes, qui ne fonctionnent pas bien. Donc tout cela existe déjà, mais a été rendu plus visible lors de la période de confinement. Donc l'enquête SAPRIS, donc santé, perception, pratique, relation, inégalité sociale pendant la crise du Covid, donc qui vient de publier aussi un rapport et des articles. Donc une enquête financée par l'Agence nationale de recherche souligne que les conditions d'habitat sont aussi déterminantes concernant les relations au sein du ménage. Les relations se sont plus détériorées lorsque le logement ne disposait pas, par exemple, d'espaces extérieurs. Nous avons vu comment passer plus de temps ensemble a été difficile pour ces familles. La question des violences familiales étant très présente depuis la pandémie. Nous avons vu aussi comment les populations des quartiers populaires ont été souvent pointées du doigt. Je pense par exemple à la Seine-Saint-Denis, où on parlait d'incivilité, on parlait des personnes qui ne savaient pas respecter les règles par rapport aux consignes du gouvernement, mais on voyait surtout la difficulté pour ces personnes-là de pouvoir rester chez elles. Donc, et puis, en sachant que, bien évidemment, aussi, la plupart des ménages populaires se trouvent dans des territoires le plus densément peuplés. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, concernant l'augmentation qu'on prévoit de la pauvreté de ces familles déjà en situation de pauvreté. Donc, l'évolution des relations entre-familiales est aussi liée aux conditions sociales et matérielles. Elles se sont vues plus souvent, ce qu'on voit de façon générale, s'améliorer dans les ménages des cadres pendant la pandémie, pendant le confinement. L'étude SAPRIS montre aussi que souvent, les relations entre familiales se sont améliorées dans les ménages des cadres
et pour les parents, un télétravail. Si cette même enquête souligne que dans la grande majorité des parents, ils déclarent que les relations n'ont pas changé en période de Covid, donc on a 61% des parents, et 23% des parents disent même que les relations se sont améliorées pendant le confinement. Donc, on observe que les relations se sont en revanche dégradées dans les ménages à dominante ouvrière ou à dominante employée et profession intermédiaire. Quand les parents ne travaillaient pas et surtout lorsque la situation financière du ménage est perçue comme difficile. Donc, en temps normal, on sait déjà par des études qu'avoir peu d'argent les oblige à adapter leur consommation, donc achat mesuré. On voit des familles qui différencient les enfants en termes d'achat et en termes d'alimentation. Certaines familles sont parfois obligées de donner plus à cet enfant qu'ils croient qu'il peut réussir. Donc, tout cela crée des tensions, des jalousies. On peut parler des vols intrafamiliales, etc. Ce sont des choses qui existent déjà. Mais on voit, ce qu'on voit, c'est que cette pauvreté qui est déjà connue, mais parfois on ne parle pas souvent, s'est empirée pendant la pandémie. Donc, les taux de pauvreté monétaire qui étaient instables en 2017, qui ont commencé à monter, mais une montée discrète depuis 2017. Donc, on voit les travaux un peu soulignent qu'ils vont sans doute s'intensifier avec la crise sanitaire. On voit, bon, c'est l'Observatoire des inégalités qui le dit aussi. Donc, une augmentation qui serait liée, d'après les travaux d'Axel Brodier-Dolino, au basculement dans la pauvreté des pauvres qui sont devenus encore plus pauvres, puisque pendant cette période, il y a une augmentation des dépenses, une difficulté pour recevoir leurs allocations, une difficulté pour poursuivre des activités informelles. Il faut savoir que souvent, les minima sociaux sont complétés par des activités informelles qui n'ont pas pu avoir lieu pendant cette période. Et un nouveau public, des précaires, qui l'auteur nomme les pauvres de la pandémie, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas pu bénéficier du chômage partiel, les personnes en contrat précaire, les CDD, en intérim, en période d'essai, les saisonniers, les travailleurs informels, etc. Donc, l'enquête SAPRI souligne aussi une présence plus importante de troubles du sommeil, de troubles émotionnels chez les enfants des ménages aux revenus le plus modestes, notamment ceux confrontés à une baisse de revenus pendant le confinement, comparé aux ménages aisés et aux revenus constants. Donc, plusieurs études soulignent que ce sont les ouvriers employés qui ont le moins bénéficié du télétravail, étant aussi plus exposés au virus et notamment à des formes graves de la Covid, dues à leur état de santé, à l'accès plus limité aux soins et à la perte de ressources financières. Donc, pour conclure, je suis désolée d'aller très vite sur beaucoup de questions qui mériteraient d'être plus développées. Donc, pour moi, il y a deux idées à retenir. Donc, les personnes vivant dans la pauvreté ou les familles les plus défavorisées ont été les plus exposées et les plus vulnérables face à la pandémie. Dans ce sens, il est important de garder en tête, ce n'est pas du tout pour stigmatiser les familles, bien au contraire, donc de garder en tête que la famille ne constitue pas toujours et en tout lieu un espace protecteur au sein duquel l'individu se trouve à l'abri des difficultés de la vie sociale, comme dans les cas de la pandémie, dans le sens où il faut faire très attention parce que certaines familles n'ont pas toutes les ressources nécessaires pour faire face à ces difficultés. Deuxième idée, donc les personnes pauvres, adultes et enfants retrouvent
des formes de pauvreté encore plus dures. Et ça, je pense qu'il faut aussi qu'on soit très vigilant sans avoir la garantie de bénéficier d'un accompagnement social plus important. Donc, Axel Brodier-Denilot nous rappelle que nous ne sommes pas à l'abri de ce qu'elle appelle la lassitude de la compassion, c'est-à-dire les nouveaux pauvres de la pandémie viennent à prendre la place des anciens pauvres, les plaçant dans l'ombre et ces nouveaux pauvres devenant la cible principale de l'action sociale. Voilà, merci beaucoup. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à me dire les références, les travaux. Je peux vous donner voilà, une liste de travaux sur ces questions-là. Merci beaucoup.